La science-fiction, c'est pas quelque chose qu'il faut définir tout de suite si on veut pas se fâcher avec les gens. Tout le monde a son propre point de vue. Je suis fantastique science-fiction, mais allergique à la fantaisie. Un peu partie de ce public qui savait pas trop que je pouvais lire de la science-fiction et encore, je pense à M.T. Billon. D'aucuns diraient que c'est pas de la science-fiction, mais j'ai commencé, comme beaucoup de petits Amiénois, par Jules Verne. Effectivement, la France a été précurseur à bien des égards, est restée une référence avec de très bons auteurs, mais aujourd'hui, quand on pense science-fiction dans le large public, en général, on pense Johnny sorti son pistolet laser. Il y a eu un renouveau de la science-fiction aux États-Unis avec des grands auteurs qu'on a découvert nous plutôt dans les années 50. J'ai 70 années, comme on dit par ici, et ça fait 50 ans que je lis de la science-fiction, parce que gamin, je lisais beaucoup de choses déjà. Bob Moran. Ça a été Frank Herbert, Cordwainer North-Smith. La science-fiction, ça me suit depuis que je sais lire, je pense. C'est ce qui s'est appelé l'âge d'or de la science-fiction. À la fin de la Seconde Guerre, c'est un moment où toutes les grandes nations veulent en fait être le leader dans certains domaines. Donc l'aéronautique, la conquête de l'espace, beaucoup de jeunes avec les baby boomers aussi, qui sont élevés justement à ce lait de la science-fiction américaine et qui retranscrivent ça. Je fais des bibliographies parce que j'ai les livres, et j'ai des livres parce que je fais des bibliographies. Il existe deux types de littérature, les écrits qui sont des inventions, les écrits qui sont des documentaires. Donc ce qui est documentaire, on appelle ça des essais. Et dès que c'est inventé partiellement ou totalement, ça s'appelle une fiction. Vous avez deux types de fiction. Une fiction qu'on appelle réaliste. L'histoire qu'on raconte peut arriver à tout le monde à tout moment. Et vous avez une fiction avec au début, au milieu, voire à la fin du livre, une hypothèse irréaliste ou irrationnelle. On arrive dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'imaginaire. Et dans l'imaginaire elle-même, on distingue plusieurs genres. Vous avez donc la science-fiction, vous avez le fantastique, et vous avez le reste, qui est merveilleux. Les contes de Grimm, c'est du merveilleux. C'est des contes, mais c'est du merveilleux. C'est pas de la fantaisie vraiment, mais c'est du merveilleux. Donc tout ça, c'est un troisième genre. La science-fiction, elle se base sur les grands thèmes de la science-fiction qu'on retrouve dans les films de science-fiction. Le voyage dans le temps, le voyage dans l'espace, la rencontre d'autres civilisations, les pouvoirs parapsychiques qui sont de la science-fiction, pas du fantastique, etc., etc. Alors bien sûr, il y a des petites variantes. Et il y a surtout des livres qui mélangent le tout. Comme dans l'Uchronie. L'Uchronie, par exemple, c'est l'idée d'imaginer qu'est-ce qui se serait passé si l'Empire romain était redevenu une république, si l'Empire napoléonien ne s'était pas effondré, si la révolution de 1848 avait réussi et avait posé un principe d'égalité sociale très fort pour toute l'Europe et pour le monde. Construire une société imaginaire à partir de ce que l'on craint de voir arriver dans le présent ou de ce qu'au contraire on voudrait consolider ou préserver dans le présent et qu'on le projette dans l'avenir, dans cette démarche un peu de l'utopie, de l'utopie futuriste, et c'est exactement pareil que de faire de l'histoire en fait. On touche un peu du doigt le petit problème dont on ne va pas discuter, qui est effectivement le problème de science-fiction versus imaginaire, etc. C'est pas le sujet, mais quand même c'est le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que les jeunes n'ont pas la même perception que nous, plus âgés, avons de ce champ d'expression, on va dire. Les mangas, par exemple, il existe des mangas de science-fiction, Ghost in the Shell par exemple, mais il y a aussi, je prends l'exemple d'autre chose, il y a à la manière d'un Starship Trooper, il existe l'équivalent d'un Starship Trooper en manga, qui est un peu de la même époque. Et il y a plein, en fait, les Japonais, plutôt que de faire des comics de science-fiction ou des BD de science-fiction, ils ont préféré en faire des mangas, c'est juste une question de forme. Donc le deuxième exercice, ça consiste à reprendre le même personnage. Pourquoi il est arrivé là? Est-ce qu'on l'y a conduit? Est-ce qu'on l'y a piégé? Donc rédiger une scène d'action. Votre protagoniste doit faire face à l'inconnu.
et essayer de trouver pourquoi il est arrivé là, quoi. En général, je donne 3 scénarios. Un scénario tout à fait dystopique, terrifiant. J'y crois pas, hein. Je suis un optimiste par nature, mais voilà, c'est une possibilité. Puis il y a un scénario au contraire où tout est bien, c'est-à-dire où finalement on va trouver des solutions. Et puis il y a entre deux, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire qu'on bricole un peu entre tout ça. C'est jamais aussi terrible qu'on aurait pu le penser, c'est jamais aussi bien qu'on aurait pu le penser. Mais ça continue. Donc, moi je suis plutôt optimiste, et alors je suis peut-être proche des anciens dans le monde de la science-fiction, parce que je pense que notre avenir est aussi en partie ailleurs que sur la Terre. Par exemple, plein de projets merveilleux que je trouve pour l'écologie. De mon côté, c'est plutôt plein de projets merveilleux pour le monde du livre, donc le culturel. Donc je pense qu'il y a une génération qui arrive qui a vraiment envie d'innover et de renouveler quelque chose, sans pour autant ignorer les fautes d'hier. Ça, je pense, c'est une notion importante. Utopie, dystopie se retrouvent dans les totalitarismes imaginaires de la science-fiction. Plus on va vers le réel, plus on essaye justement de saisir le réel, plus on est amené à le comprendre, plus on comprend que finalement tout passe par les mains. Le savoir n'est rien sans l'intelligence des mains. Et l'intelligence des mains, c'est l'intelligence de demain. Qu'est-ce qu'on fait de ce monde numérique, quoi. On a eu une discussion à ce sujet avec Didier Coté, justement sur l'idée de... Lui, il partageait sa vision d'une société où on va vers l'hybridation, en fait. Ça peut permettre de mélanger plein de choses, de décloisonner beaucoup de choses. Et pour moi, c'est un peu une extension des possibilités, en fait. En tout cas, à travers l'art, je trouve qu'on peut... par exemple, si je prends l'exemple de la peinture, on peut la développer, lui donner vie, l'animer, la retravailler et créer ces sortes de ricochets. Mais il y a le revers de la médaille, dont on en parle un peu plus ces temps-ci à cause de ChatGPT par exemple, ou de Midjourney, mais qui existait déjà avant. C'est par exemple dans le cinéma grand public la profusion d'effets spéciaux au détriment de l'originalité de l'histoire, par exemple. L'outil, il n'est pas pour asservir, il est pour servir la main. Alors, donc finalement, c'est pas la main qui doit s'adapter à l'outil, mais l'outil qui doit s'adapter à la main. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse à l'outil, alors que ce qui est intéressant, c'est sa finalité. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et à partir du moment où aujourd'hui tout est possible, et le numérique rend énormément de choses possibles, ce qui va se passer, c'est ce qu'on va vouloir. On rentre là dans un nouveau monde qui est celui de l'intelligence artificielle. Et là, pour le coup, c'est un énorme inconnu qui peut à la fois offrir des possibilités extraordinaires aux humains et à la planète en général, et peut-être aussi remettre en question le matériel et l'humain, puisque si on rentre dans le numérique et dans le virtuel, est-ce qu'il y aura encore besoin de matériel, ou est-ce que le matériel aura encore une place ? Et puis ça va nous obliger peut-être, ces IA, à redéfinir ce qu'est l'intelligence, et de savoir que les savoirs que l'on maîtrisera toujours infiniment moins que les IA ont peut-être moins de valeur, encore une fois, que ce que l'on en fait, et que les pensées sous-jacentes qui amènent les actions humaines. C'est un choix en fait qui correspond justement à une frontière qui va toujours être intérieure et extérieure. Et donc qui définit en fait le jeu. Ce jeu, c'est la différenciation, c'est l'individuation. Donc comment faire pour que ce jeu ne soit plus justement l'empreinte négative, positive d'une modélisation. Et plus on externalise l'outil d'une faculté, plus cette faculté on la perd. Tu vas abandonner ton propre langage en faveur d'un langage entre guillemets universel qui va plus être la réponse émotionnelle de ton lien avec le vivant. Je me suis rendu compte que la recherche sortait de l'imaginaire et que donc la vie quotidienne, notre vie professionnelle nous sortait de l'imaginaire et finalement nous faisait rentrer dans une espèce de moule intellectuel. Et je me suis remis à la science-fiction, là avec des ambitions de publication bien sûr, beaucoup plus tard, en me disant que c'était aussi une démarche personnelle pour ressortir de ce que j'avais en moi qui peut-être nous sortait du quotidien. On a aussi la vocation de servir un peu de tremplin pour ceux qui débutent et de leur donner comme ça les moyens de faire leurs premières armes. Que ce soit des jeunes auteurs critiques, des jeunes auteurs novelistes ou des jeunes auteurs en bande dessinée ou en illustration. Le début de l'association, c'était un peu avant Internet quand même. L'association a dès le début employé la métaphore du vaisseau pour se désigner. Et donc il y avait différentes cabines.
Et parmi les cabines, donc les sections, si vous voulez, il y avait une cabine qui était celle de l'écriture, où les gens envoyaient des nouvelles, le responsable les collationnait, les reliait, et il y avait une chaîne de lecteurs qui étaient ceux qui s'étaient inscrits pour être relecteurs, critiques, qui remplissaient une petite fiche, et ensuite on pouvait recevoir ces retours. Parfois ça prenait 6 mois parce que ça traînait dans la chaîne, etc. Avec Internet, on a un peu oublié tout ça. Hein. Les grands souvenirs que j'ai, c'est le souvenir de la première publication. Je me suis dit, bon ben voilà, tu as publié une nouvelle, tu fais partie d'une histoire. Une petite mosaïque, une petite pierre à l'édifice. Je me rappelle aussi d'avoir pu rendre hommage à mon grand-père, qui s'appelait Clément Zaffini, et qui était chef d'orchestre, et qui notamment était donc pas du tout passionné par la science-fiction. D'ailleurs, il disait la science-fiction, c'est des fanfaronnades. Et il était passionné du baroque, de la musique baroque, et il avait travaillé sur la redécouverte d'un opéra d'un compositeur provençal qui s'appelait Tancrède. Et j'ai pu livrer une uchronie sur la première croisade, puisque Tancrède était un acteur de la première croisade. Et donc j'ai pu faire ce Tancrède, qui est un roman, qui a été plutôt apprécié dans le milieu de la science-fiction, mais surtout, moi, il était pour mon grand-père. Après que lui, pendant des années, m'avait fait écouter le sien. Le point commun pour moi entre la mémoire et l'histoire, c'est l'interprétation. C'est très marrant, mais quand par exemple je fais un cours, je mobilise mes connaissances très facilement. J'ai aucun effort à faire. Par contre, dès que le cours s'arrête, je les oublie. Donc tu vois, il y a déjà ce côté un peu volatile de la mémoire. Et puis la mémoire n'est pas fiable en ce sens où la mémoire va être construite par ta subjectivité présente. C'est-à-dire que tu vas retravailler les souvenirs, tu vas les idéaliser ou au contraire les diaboliser, voilà. Alors que dans l'histoire, malgré tout, même s'il y a des histoires, et même si on parle de l'historiographie, qui est une façon d'écrire l'histoire, et tu as quand même cette base factuelle, on parle de l'histoire factuelle, même si on fait de la science-fiction, en fait on parle de sa mémoire personnelle. Et même finalement, quand on écrit des sociétés futuristes, des sociétés alternatives, etc., même qu'on a une ambition de spéculation sociologique, politique, etc., c'est quand même ton parcours personnel qui apporte la tonalité et exprime directement la vérité de l'être individuel, même je pense au sens individuel du terme.